Je vous remercie d'être présent ce soir. Donc effectivement, bon, déjà je me sens un petit peu plus concerné que mes deux jeunes collègues avant pour vous parler des personnes vieillissantes. Et je vais être un petit peu à l'opposé de ce que mes deux collègues ont présenté jusqu'avant moi. Parce qu'on va peut être sur des 30 ou 40 ou 15 ou 30 minutes par jour, mais certains de ces athlètes s'entraînent encore 4 à 5 heures par jour. Donc c'est des cas particuliers, mais qui sont pour nous scientifiques intéressants, puisqu'ils sont en fait un modèle, on le verra, du bien vieillir. Donc cet athlète, vous le connaissez puisque Viennet a dévoilé en fait qui était cet athlète. Il faut savoir que Robert Marchand, que beaucoup d'entre vous connaissent, est évidemment centenaire. Et alors bon, on avait fait une étude il y a quelques années où on a essayé de répertorier tous les athlètes centenaires qui avaient des performances officielles chronométrées sur des compétitions spécifiques. Et il faut savoir que Robert Marchand est le meilleur centenaire qui existe dans le monde. Si on compare ses performances, par exemple, à des centenaires qui font de la course à pied sur 100 mètres, qui font d'autres épreuves, la natation, et il se trouve que Robert Marchand est l'athlète qui est finalement le plus proche, entre guillemets, d'une performance de quelqu'un de 30 ans, enfin, du record du monde, d'une heure pour des plus jeunes. Donc en plus d'être célèbre, il est le meilleur athlète centenaire dans le monde. Alors il y a d'autres, chaque pays a ses coqueluches, on va dire. Au Japon, on a celui qu'on surnomme Golden Bolt. Bon, il sait encore très bien faire le signe de l'éclair en fait. Donc c'est aussi un centenaire, mais il est dans la catégorie des super centenaires en fait, plus de 105 ans. Alors bon, 42 secondes au 100 mètres, c'est pas exceptionnel, hein, c'est sûr. Surtout que finalement, bon, il est le seul à plus de 105 ans à avoir couru le 100 mètres. Mais si vous voulez, le record des 100 ans, entre 100 et 104 ans, c'est quasiment la moitié. Donc vraiment, il y a un gros saut de performance pour cet athlète-là, à 105 ans, mais encore vraiment très dynamique, hein, on le voit face aux médias en particulier. Alors, un autre athlète master de référence, qui pour moi est quand même un peu la référence mondiale dans tout ce qu'on peut trouver, c'est un Canadien, Ed Whitlock, qui nous a quittés l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, mais qui vraiment a atteint des niveaux de performance assez exceptionnels. Donc pour ceux qui pratiquent un peu la course à pied comme le marathon, vous voyez que c'était en fait le premier athlète de plus de 70 ans à faire moins de 3 heures au marathon. Et ça a été aussi le premier à faire moins de 4 heures au marathon à 85 ans. Bon, malheureusement, il est décédé donc à 86 ans. Et donc ça reste assez exceptionnel. Alors, c'est exceptionnel, mais récemment, son record des 70 ans a été battu. Donc il y a quelqu'un de 70 ans qui a couru en moins de... Enfin, il a fait 2,53 je crois. Donc vous voyez que ça continue de progresser, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc déjà, c'est vrai que j'ai commencé sans vous définir ce qu'était un athlète master. Donc un athlète master, c'est en général dans la plupart des sports, les masters, c'est une catégorie d'âge qui commence au-delà de 40 ans, même si en natation on est master à partir de 25 ans, même si dans d'autres disciplines c'est 30 ou 35, on va dire 90% des disciplines, la dénomination master, qui est finalement une nomination nouvelle par rapport à ce qu'on utilisait avant, qui était le terme vétéran. Donc c'est vrai que master, c'est un peu plus sympa comme terme, surtout que si on le traduit en termes français, ça ferait les athlètes maîtres, hein, ceux qui maîtrisent vraiment la discipline. Donc voilà, c'est des athlètes qui ont, on va dire, dépassé les 40 ans, mais ce qui les différencie finalement des autres personnes âgées actives, c'est qu'ils s'entraînent régulièrement et surtout qu'ils pratiquent encore la compétition. Donc soit des compétitions, on va dire, qui sont ouvertes pour tous les licenciés, pour tous âges, ou des compétitions spécifiques, dont on va voir tout à l'heure les spécificités, qu'on appelle dans des compétitions pour les masters. Donc justement, concernant l'historique, alors depuis quand finalement ces athlètes masters peuvent vraiment faire des compétitions ensemble et établir des records qui sont maintenant établis par des fédérations internationales, ou qui tient donc à jour tous les tables des records. Donc vous voyez que ça a commencé finalement en 1975 avec le premier championnat du monde entre guillemets officiel d'athlétisme master. Et donc on a 10 ans plus tard la même chose du côté de la natation. Donc c'est vraiment les deux disciplines qui ont une expérience la plus grande des compétitions master, puisqu'on voit que maintenant au championnat du monde d'athlétisme master, pardon, c'est vrai que c'est assez sensible.
on a, alors c'est pas chaque année, puisque pour certaines disciplines, les championnats du monde ont lieu tous les 2 ans. Et entre-temps, il y a les championnats d'Europe. Mais on voit que, voilà, donc maintenant, on a globalement plus de... Enfin, en fait, c'est très variable. Ce qui explique la variabilité du nombre de participants, c'est surtout le lieu où ont lieu les championnats du monde. Évidemment, quand c'est en Australie, c'est toujours plus difficile d'accès par rapport à l'Europe, aux États-Unis. Donc on a, vous voyez, ces derniers temps, entre 4000 et 8000 participants au championnat du monde d'athlétisme. C'est quasiment encore plus pour la natation quand c'est dans des pays européens ou en Amérique du Nord. Alors il y avait cette année particulière. Non, je vais y arriver. Cette année-là, pourquoi il y avait autant de monde cette année-là? C'est tout simplement parce que c'était une compétition qui avait lieu au Japon. Et donc les Japonais sont assez friands de cette compétition master. Bon, est-ce que c'est lié au fait qu'ils ont aussi une espérance de vie qui est très importante de leur pays? En tout cas, ils sont très présents dans ces compétitions-là. Et on voit qu'au fur et à mesure des années aussi, il y a vraiment une démocratisation au niveau mondial, puisque maintenant, on atteint quasiment 100 nationalités au cours de ces compétitions dites qu'on appelle championnat du monde master. Alors, mis à part les compétitions spécifiques master, il y a d'autres données qui existent dans la littérature sur les compétitions, on va dire, open, où toutes les catégories d'âge sont admises à participer. Donc ça, c'est une étude qui avait référencié finalement au cours à peu près 25 ans, pardon, 35 ans, comment avait évalué l'âge des participants sur les marathons nord-américains. Et on voit que finalement, c'est assez parlant, hein. Il y a eu un changement finalement dans les pourcentages d'âge des participants. Donc c'est vrai que maintenant, on a globalement autant de personnes de plus de 40 ans que de moins de 40 ans qui participent à des marathons, donc des marathons sur route. Là, je ne parle pas des trail running, là c'était uniquement sur la route. Donc ça s'équilibre entre les plus de 40 ans et les moins de 40 ans, ce qui n'était pas le cas il y a quasiment 40 ans. Alors, si on va un peu plus loin dans les détails des catégories d'âge, donc vous voyez que cette diminution chez les jeunes, elle touche aussi bien les 20-30 ans que les 30-40 ans. Et par contre, c'est assez équilibré. Voilà, sur toutes les catégories d'âge, on a cette augmentation, hein. Donc il y a de grandes chances, on peut parier que ça va continuer avec les années et qu'on va obtenir, donc ça c'est aussi vrai chez les hommes que chez les femmes, hein, c'est en général, une participation croissante des personnes âgées, voire même, on pourrait dire très âgées, sur ces compétitions de type endurance. Alors, à quoi sont dus ces changements un peu de mentalité? Pourquoi on a de plus en plus de personnes âgées qui prennent part à des compétitions? Donc c'est essentiellement des causes, on va dire, sociologiques. Donc évidemment, ces dernières décennies, on a eu une amélioration des conditions de travail, ce qui fait que quand les personnes arrivent à la retraite, elles sont en fait en meilleur état physique, ce qui les encourage à commencer éventuellement l'activité physique, voire le sport, ou à continuer des activités qu'elles auraient commencées en étant plus jeunes. Ça s'associe évidemment à l'augmentation de l'espérance de vie, Vienne en avait parlé, surtout de cette espérance de vie en bonne santé. Donc ça encourage effectivement à continuer une activité physique soutenue. Alors il y a tous les aspects installations sportives, les programmes d'entraînement spécifiques qui sont de plus en plus développés, voilà, pour s'occuper de ces personnes qui ont envie d'être actives, qui ont envie de se dépenser, envie de faire du sport. Et depuis que les compétitions master existent, on sent vraiment à travers ces athlètes-là qu'il y a vraiment une émulation, il y a vraiment une motivation importante. Le fait de faire des championnats, d'avoir des chronos, de rivaliser avec d'autres, ça les met en situation de compétition quasiment autant que le sont les jeunes. Donc il y a une émulation dans ces catégories-là qui est assez intéressante et qui explique pourquoi en particulier il y a beaucoup de records qui sont battus avec ces dernières années. Alors, justement, donc, la participation augmentée, ils sont de plus en plus nombreux à prendre part à des compétitions, mais leurs performances sont aussi de plus en plus incroyables, enfin s'améliorent tout du moins. Donc là, c'est deux exemples, je parlerai un petit peu du marathon tout à l'heure. Là, c'est des exemples sur des sprints, hein, ou des épreuves encore, on va dire, entre guillemets, explosives. Donc comment il faut regarder ces courbes? Vous voyez, vous avez les différentes couleurs, d'accord? Le temps le plus rapide, donc évidemment, c'est le temps des jeunes. Et si on prend, voilà, les athlètes les plus âgés, donc ici en rouge, 75 ans et plus, donc on voit bien que
depuis 73, d'accord, sur 40 ans, les performances sont vraiment nettement améliorées, et ça c'est d'autant plus marqué que les âges sont les plus élevés. Donc ça c'est pour les hommes, donc sur 100 mètres et 400 mètres. Et sur les femmes, vous voyez que la tendance va être encore plus marquée, puisque voilà, il y a des performances, les femmes ont gagné quasiment, vous voyez, on était à peu près à 22 secondes, maintenant on est à peu près à 17 secondes, il y a eu quasiment 5 secondes de gagné sur 100 mètres en 40 ans. Donc ça c'est pour des épreuves dites de sprint, entre guillemets. On observe en fait la même évolution sur une discipline qui est complètement presque à l'opposé, hein, qui est le triathlon Ironman. Donc je rappelle les distances, non je ne les ai pas rappelées. Donc le triathlon Ironman, c'est donc le triathlon le plus long qu'on peut trouver. Donc pour simplifier, c'est 4 km à la nage, 180 en vélo et 42 courses à pied. Donc les athlètes, les élites, les plus jeunes mettent environ 8 heures pour parcourir cette distance. Et donc les plus âgés, de toute façon, la durée limite est 17 heures. Hein, si vous êtes au-delà de 17 heures, vous n'êtes pas classé. Donc de toute façon, toutes les données qui sont là, c'est des athlètes qui ont terminé en moins de 17 heures. Et on voit que sur ces 25 années ici présentées, donc c'est à lire dans l'autre sens. Donc le 1, finalement, c'est la performance des plus jeunes. Et on s'aperçoit que, voilà, quelles que soient les catégories d'âge, et c'est surtout marqué pour les plus âgés, les progrès ont été linéaires ces 25 dernières années, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. D'ailleurs, d'autant plus marqué, la pente est toujours plus marquée chez les femmes, avec des gains qui peuvent atteindre en fait à peu près 21%, donc par rapport au 1985. Donc on a gagné en moyenne à peu près 20% de performance en 25 ans sur ces épreuves d'endurance, quantifiées d'ultra-endurance. Donc vous voyez que le gain est quand même très significatif, hein. 20% de gagné en 25 ans, donc c'est assez significatif en termes de gain de performance. Alors, bon, malgré tout, il ne faut pas se leurrer, il y a un déclin des performances avec l'âge, évidemment. Alors voilà à quoi ressemble le déclin des performances sur marathon, sur la distance marathon. Donc vous savez aujourd'hui que le record est plus très loin des 2 heures, hein. Donc récemment, à 2h01 par Kipchoge, donc ce qui fait 20,8 km/h. Donc superbe. Et le point rouge qui c'est, en fait, c'est notre ami Ed Vicock, notre Canadien dont j'avais évoqué le nom tout à l'heure, donc qui a 80 ans a couru 3h15, donc ce qui fait quasiment encore 13 km/h. Donc ça le place où en fait? Ça le place finalement à une vitesse de déplacement qui est inférieure de 40% à Kipchoge, donc ce qui est vraiment encore très, très incroyable, enfin très, très bon comme performance. Mais surtout, ce graphe, ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, on le voit ici un peu une rupture dans les performances. Donc jusqu'à 80, c'est, on va dire, une décroissance qui est assez linéaire. Après 80, par contre, ça se complique un peu, parce qu'il y a vraiment une rupture de pente. Et finalement, tout à l'heure, Vianney essayait de définir à partir de quand on est âgé en fonction du contexte. Chez l'athlète master, on commence à être âgé après 80 ans, où visiblement, là, il y a une décroissance des performances qui est beaucoup plus marquée qu'avant 80. Et pour autant, bon, les explications, là, c'est des observations, on n'a pas, pour l'instant, d'explication à ça. Peut-être qu'on les aura avec la physiologie dans les années qui vont venir. Alors, souvent, la question qui est posée, c'est finalement, est-ce qu'avec l'âge, on perd plus sur des disciplines explosives, type sprint, 200 mètres, 400 mètres, ou est-ce qu'on perd plus sur les disciplines d'endurance telles que le marathon? Dans cette étude de 2009, donc ils ont en fait normalisé les vitesses de déplacement des records en fonction voilà, de la vitesse optimale à 40 ans, où on aurait le début des masters. D'après cette étude, ce qui montre sur les records du monde, enfin les meilleures performances mondiales pour les différents groupes d'âge, c'est qu'en marathon, donc plus la distance augmente, plus les pertes finalement sont importantes, donc plus la performance se dégrade. Alors il faut quand même relativiser ces résultats-là, puisque quand on regarde actuellement les performances 10 ans plus tard, ce n'est pas exactement ça. En fait, sur marathon, on a des petits décalages. Donc ça, c'est des choses qui, il y a 10 ans, ont été bien établies, mais qui ne sont plus si vraies maintenant. Donc il faut prendre ça avec précaution, hein. Il ne faut pas dire qu'on perd plus sur les longues distances que sur les courtes distances. Ça reste en fait ceci à être démontré
et ça change visiblement avec les années. Voilà, donc ça semble, hein, puisque je vous dis, les données récentes ne confirment pas exactement ces données-là. Alors il y a quelque chose d'intéressant qui nous a pas mal intéressé. Là, on a parlé de la durée de l'effort. Est-ce qu'on perd plus quand c'est des efforts brefs ou des efforts longs? Et la question, est-ce qu'on perd plus quand on court, quand on nage ou quand on fait du vélo, par exemple? Donc ça, c'est ce qu'on a regardé ces dernières années. Donc on a, dans les sports d'endurance, on a pris les trois sports, à dire avec trois modes de locomotion différentes, hein, nager, pédaler et courir. Donc on a pris essayé de trouver des durées d'effort qui ne sont pas similaires, mais des sports qui étaient qui étaient beaucoup pratiqués. Donc vous voyez qu'en cyclisme, on a cette décroissance qui a cette allure-là. En natation, donc 1500 mètres, l'épreuve d'endurance de natation, cette décroissance-là. Et en rouge, c'est en course à pied. Donc ce qu'on voit finalement, c'est que même s'il n'y a pas vraiment des statistiques, puisqu'à chaque fois on a un seul record, on a un point par groupe d'âge, on a quand même quelque chose qui semble apparaître. La décroissance semble être moindre en cyclisme comparé aux deux autres disciplines. Donc il y a des tentatives d'hypothèse. Effectivement, le cyclisme, c'est un sport qui est porté. Donc il y a moins de contraintes mécaniques que la course à pied. Et c'est souvent en fait vers cette discipline que des fois les sujets âgés se dirigent, parce que justement pour des problèmes biomécaniques. Donc la natation, qui c'est vrai est un sport qui est aussi porté, qui est moins contraignant, souvent en fait ces personnes âgées n'ont pas nagé quand elles étaient jeunes, donc elles ont beaucoup plus de difficultés. Ce n'est pas un engouement particulier pour la natation ici, qui est de la natation sportive, comparé à faire du vélo, qui pour beaucoup est plus ludique, si on prend le cas par exemple de Robert Marchand. Alors ça c'est vrai pour les disciplines dites d'endurance. Par contre, malheureusement, on ne retrouve pas cette spécificité du cyclisme pour les sports explosifs, puisqu'en fait, vous voyez, si on compare le 200 mètres, 50 mètres natation et le 100 mètres, on n'a plus cette tendance où le cyclisme serait plus préservé que les deux autres disciplines. Donc ce moindre déclin en cyclisme, il est observé surtout pour des épreuves dites d'endurance. Alors, ça, c'était fait ces études-là ont été faites sur des sports différents, donc avec des sujets différents. Donc aussi, c'est une limite, hein, puisque là, on n'a pas les mêmes personnes, c'est des corps indépendants. Alors, c'est pourquoi, en fait, le triathlon est aussi un bon modèle pour pouvoir comparer ces modes de locomotion, puisque du coup, sur ce graphe, c'est la même personne qui nage, pédale et court. Donc, et ici, c'est assez flagrant, presque beaucoup plus que sur des épreuves qui sont prises séparément. On voit qu'avec l'âge, c'est assez clair, et ça arrive assez tôt, qu'à partir de 45 ans, les performances sont moins altérées en cyclisme qu'elles ne sont dans les deux autres disciplines. Même si là, il y a un petit point, un artefact, entre guillemets. Et on a, voilà, à partir de 45 ans, le déclin des performances est moins marqué en cyclisme. Donc c'est une activité qui semble intéressante, du moins, si vous voulez continuer d'être performant par rapport aux plus jeunes. Puisqu'on parle de triathlon, un petit encart spécifique sur l'Ironman d'Hawaï, puisque c'est un petit peu mon dada quand même. Cette année, c'est la première fois qu'une personne de plus de 85 ans termine cet Ironman d'Hawaï. Donc les distances, elles vous sont rappelées. Hein. Donc ce qui une performance assez, je ne vais pas dire astronomique, mais assez incroyable pour une personne de cet âge-là, dans une discipline d'ultra-endurance, donc qui dépasse là, enfin pour elle, qui dépasse les 15 heures. Alors je ne sais pas si dans la littérature, il y a d'autres observations de personnes de plus de 85 ans qui auraient terminé une épreuve d'endurance de plus de 15 heures. Peut-être que Guillaume a des données là-dessus, moi j'en ai pas d'autres. Donc, et on voit sur ce cas à part, ce japonais, qui, entre guillemets, d'après les interviews qu'il a données, affirme s'entraîner encore 15 heures par semaine, entre 15 et 20 heures. Donc c'est une routine qu'il a, hein. Il s'entraîne le matin, l'après-midi, etc. Donc c'est assez incroyable. Et donc on voit que même pour cet individu, finalement, donc ça c'est ses performances exprimées en perte par rapport au vainqueur. Donc on voit que même chez lui, finalement, c'est en cyclisme qu'il est le moins loin, on va dire, du temps du vainqueur.
Donc il y a vraiment une spécificité voilà, du cyclisme par rapport aux autres modes de locomotion. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'était en termes de performance, qu'est-ce qu'on connaît un peu de la physiologie? À Viennet, on a un petit peu parlé. Je vais rappeler quelques notions très rapides qui permettent d'expliquer certaines choses. Donc j'ai massé ce graphe qui est un des premiers, une des premières études qui s'intéressait à des sujets master, des athlètes master, qui datent des début des années 80. Où voilà, donc on a des mesures de la consommation maximale d'oxygène, qui est vraiment le paramètre fort de l'endurance, on va dire. Donc on voit finalement que dans cette étude, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que bon, des sujets qui ont été sédentaires depuis le début, depuis qu'ils sont jeunes, voient leur performance diminuer de façon assez linéaire. Des personnes qui étaient athlètes quand elles étaient jeunes, donc avec des grandes valeurs de capacité aérobie, et qui ont arrêté en vieillissant, conservent malgré tout, ça c'est certainement l'aspect génétique, conservent des valeurs de VO2 max assez intéressantes, on va dire. Et voilà, on voit ce groupe d'athlètes master qui se trouve au-dessus de toutes les valeurs qu'on peut trouver chez des athlètes qui ont été sportifs en étant jeunes, mais qui ont arrêté. Donc on a voilà, une première évidence d'une capacité à maintenir des capacités aérobies élevées tout en vieillissant. Alors il y a des données plus récentes, donc de Canadiens aussi. Donc qu'est-ce que représente ce graphe? Donc on a tout le temps ce facteur de l'endurance, ce facteur qui exprime bien l'endurance, VO2 max, qui est la consommation maximale d'oxygène, qui est important dans les sports d'endurance en particulier. Donc on sait que, ce qui est bien défini, c'est que voilà, la valeur minimum, le seuil qu'on peut avoir, c'est 15. En dessous de 15, on passe un peu dans la dépendance, avec un risque de mortalité qui est très accru. Donc, en gris, c'est la population générale, on va dire, exprimée en pourcentage de représentants. Donc, globalement, on a en fait cette diminution au fur et à mesure des années. Et donc, dans cette étude, l'intérêt, c'est que voilà, ils avaient pris des personnes en fait octogénaires de plus de 80 ans, donc soit des sédentaires, donc on voit qu'ils se trouvent ici. Donc, pour certains, ils sont à la limite voilà, du seuil de dépendance par rapport à leur capacité maximale aérobie. Par contre, le groupe d'athlètes octogénaires se trouve ici. Ce qui les place à des valeurs, vous voyez, des valeurs qui sont proches en fait de 40 millilitres. Donc ce qui fait quand même un écart de quasiment, vous voyez, le double, de 80% par rapport à des athlètes sédentaires. Donc on a chez des sujets entraînés de 80 ans quasiment des capacités physiologiques qui sont presque le double de personnes sédentaires du même âge. Alors, nous on s'est amusé à placer nos deux athlètes, donc Edvie Koch, avec ses performances, on a fait une estimation de ses capacités aérobie. Donc à 80 ans, Edvie Koch, il était certainement proche de 50, la valeur 50 millilitres par kilo par minute. Et Robert Marchand, donc ça s'était mesuré, c'est une étude de Véronique Billat, qui lui a 100 ans a des valeurs qui sont proches de 35. Donc finalement, on a ici deux points extrêmes. On pourrait, si c'était possible, on pourrait rejoindre ces points rouges et avoir finalement les capacités maximales qu'on peut trouver dans la littérature pour les personnes âgées. Alors, comme Viennet vous a parlé de la force, moi aussi je vais vous en parler un petit peu. Donc ça, c'est une représentation classique qui montre qu'effectivement, à partir de 60 ans, globalement, la force maximale a tendance à diminuer, même s'il y a une grosse variabilité. Voilà, il y a quelque chose qui se passe avec le vieillissement qui est lié, donc on l'a vu, à la perte de certaines fibres musculaires. Alors malgré tout, il y a des exemples qui montrent qu'on peut garder de la masse musculaire jusqu'à un certain âge. Donc ça, c'est vrai que c'est assez récent, la littérature c'était sorti, c'est l'exemple d'une personne qui a pratiqué la musculation toute sa vie, même le bodybuilding. Donc c'est intéressant de voir que voilà, donc l'évolution entre 40 et jusqu'à quasiment 80 ans, il est possible de garder une masse musculaire importante malgré l'âge, alors à condition de s'entraîner évidemment. Je n'ai pas les détails de son quantité d'entraînement. Et voilà, donc ce n'est pas en fait en continuant à pratiquer une activité physique soutenue, mais à la spécifique, on peut garder de la masse musculaire.
Donc alors les mauvaises langues diront que la prise finalement peut-être de produits tels que les corticoïdes, la testostérone, finalement n'empêche pas de vieillir vieux. Si on prend donc. Alors, et ici un autre exemple qui rejoint aussi certaines données de Viennet, qui est donc sont des images d'imagerie fonctionnelle de la cuisse. Hein. Donc vous avez évidemment en blanc c'est l'os, en gris c'est le muscle, en blanc c'est la graisse. Donc un triathlète de 40 ans, vous voyez que la masse musculaire est prédominante évidemment. Donc c'était quelque chose qui était scientifiquement, enfin qui était publié dans un article scientifique. Hein. On reconnaît bien l'effet du vieillissement qu'avait présenté Viennet avec beaucoup de masse grasse chez des sujets âgés de 74 ans. Et, donc c'est pas le même sujet, on ne l'a pas suivi sur 30 ans, hein, mais voilà, cet exemple dans cet article mettait l'exemple sur ce point-là, où un triathlète de 70 ans, vous voyez que le scan de sa cuisse ressemble très fortement à quelqu'un de 40 ans. Donc on peut encore à 70 ans avoir quasiment une musculature de quelqu'un de 40 ans. Donc à condition effectivement de pratiquer à des intensités et des quantités importantes. Donc finalement, ce qui se dit, enfin ce qu'on dit maintenant, c'est que finalement, s'il y a un déclin, le déclin de la masse musculaire, il est dû en fait à la non-sollicitation ou une sollicitation qui n'est pas suffisante. Visiblement, on peut, en continuant à solliciter de manière importante son muscle, à conserver une masse musculaire très significative. Alors, pourquoi l'athlète master, c'est un modèle du bien vieillir finalement? Pourquoi il est intéressant pour nous physiologistes d'étudier ces athlètes-là d'un point de vue physiologique? Alors ça, c'est une courbe qui est adaptée d'une publication anglaise qui exprime en fait le niveau d'activité physique et où il faudrait se trouver en théorie. Donc vous voyez qu'avec le vieillissement, voilà, donc le niveau d'activité physique diminue. Si vous êtes dans cette partie rouge, finalement, vous êtes sédentaire, votre niveau d'activité physique est insuffisant, donc vous risquez évidemment de la morbidité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous risquez de tomber malade. Enfin, vous avez beaucoup plus de risques de tomber malade, des maladies dont on a expliqué. Par contre, dès que vous êtes actif, votre niveau d'activité physique augmente et vous vous trouvez finalement dans une zone, on ne va pas dire une zone de confort, mais une zone finalement où vous avez le plus de chances de maintenir un état de santé suffisant et de réduire cette fameuse morbidité, ce risque de tomber malade. Alors ça vous permet de gagner quelques années d'espérance de vie, d'accord? Et l'athlète master dans tout ça, où il se trouve? Eh bien, il se trouve en fait, dans ce modèle, il se trouve ici, c'est ce courbe bleu pointillé, où finalement, ces athlètes-là, ces personnes-là, ont maximisé finalement, ou maximisent la quantité d'activité physique qu'ils sont capables de faire, d'accord? Donc, et ce qui est intéressant dans ce modèle-là, enfin ce qui est intéressant, et pas surprenant, mais qu'il faut prendre en compte, c'est que finalement, les gains supplémentaires qui sont obtenus pour la santé, d'accord, mais n'entraînent pas nécessairement, en fait, une espérance de vie plus importante. On l'a vu tout à l'heure, en fait, il y a des cas particuliers, des centenaires, mais notre Canadien Leacock est décédé à 86 ans d'un cancer, comme beaucoup d'autres personnes âgées. Donc ça n'implique pas finalement nécessairement une âge de décès qui va être retardé. C'est simplement donc on va dire, une qualité de vie qui va être améliorée chez ces sujets-là, qui sont très actifs, donc qui vont largement bien vieillir par rapport à d'autres beaucoup moins actifs, voire sédentaires. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà, le take-home message, si on peut dire en anglais. Donc, les athlètes masters, depuis ces dernières décades, ces dernières décennies, sont de plus en plus nombreux à prendre part à des compétitions. Et c'est aussi associé à des performances qui sont sans cesse améliorées. Donc, ce déclin des performances sportives avec l'âge, en fait, il n'est pas linéaire. Enfin, il est linéaire jusqu'à environ 80 ans. Après, il est un peu exponentiel. Il dépend du mode de locomotion. On a vu que ce n'était pas la même chose. On préserve mieux ses performances sportives avec l'âge, en cyclisme en particulier, par rapport aux autres disciplines, la course à pied et la natation, dans le domaine de l'endurance. Ils sont donc un exemple de bien vieillir. J'ai essayé de l'expliquer très rapidement dans ma dernière figure.
Alors c'est ce qu'on appelle, nous, physiologistes, un modèle du bien vieillir biologique primaire, parce que finalement, ces personnes, elles sont exemptes de toute inactivité. Donc finalement, le vieillissement qu'elles subissent, c'est uniquement le vieillissement physiologique, d'accord, indépendamment des maladies ou de l'inactivité. Donc c'est vraiment le modèle vers lequel il faudrait tendre pour obtenir finalement l'espérance de vie en bonne santé la plus grande. Donc ils sont finalement une source d'inspiration donc, pour nous physiologistes, parce que finalement, on voit avec les records des athlètes masters, ça redéfinit un petit peu les limites de la performance humaine avec l'âge. Hein, quand on voit qu'à 85 ans, on peut courir moins de 4 heures au marathon, donc ça laisse finalement présager de certaines limites qu'on ne connaît pas encore avec l'âge chez la personne humaine. Et donc le message, il est un peu plus sportif que mes collègues précédents. Finalement, il n'est jamais trop tard pour commencer à faire du sport. Donc là, on ne parle même plus d'activité physique, c'est de sport, donc avec un objectif un petit peu de performance et de prendre part à des compétitions sportives, puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont de plus en plus démocratisées. Donc ça, c'est un petit clin d'œil en fait à Denise Leclerc, qui en fait est originaire de Dijon, d'où je viens, et qui possédait, puisqu'elle s'est fait perdre son record, enfin, elle s'est fait détrôner de sa performance, qui, donc il y a 4 ans, courait encore les 10 km en 55 minutes. Donc, là, elle a actuellement 84, elle attend, comme c'est beaucoup le cas dans ces catégories-là, on attend souvent de changer de groupe d'âge pour essayer de battre un record le plus longtemps possible. Donc l'an prochain, elle a 85, elle va essayer d'avoir la meilleure performance mondiale à 85 ans. Donc on la suit un peu, on l'a testé aussi, on lui fait des tests de temps en temps. Voilà, et voilà, qu'est-ce que je voulais. Bon, dernière chose, un terme en anglais, ça le fait bien. Donc là, j'ai juste un nombre, ça il faut s'en souvenir, en fait, comme Viennet l'a expliqué, là, je ne vais pas dire grand-chose, hein, c'est surtout l'âge biologique qu'il faut retenir. Et donc voilà, c'est un message qui est plutôt encourageant pour nous, personnes qui vieillissons tous. Ces athlètes masters, vraiment, sont des modèles, et c'est des exemples finalement pour beaucoup de personnes. Enfin, ils veulent être des exemples pour beaucoup de personnes. Et je vous remercie pour votre attention.